Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai 28 ans. Chaque réveillon de la Saint-Sylvestre, ma famille organise une fête somptueuse dont tout le quartier parle pendant des semaines. Cette année, je l'attendais avec plus d'impatience que d'habitude, parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, les choses seraient différentes. J'avais travaillé si dur pour faire mes preuves, pour montrer à ma mère que j'étais digne de faire partie de cette image de famille parfaite qu'elle avait mis des années à façonner. Mais parfois, la vérité a une façon d'exploser au moment où on s'y attend le moins, faisant voler en éclats tout ce que l'on croyait savoir sur sa propre vie. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si vous aimez les histoires de famille qui n'ont pas toujours des débuts de contes de fées. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'au bout pour voir comment celle-ci se termine. J'ai grandi dans une banlieue chic de la région parisienne, dans ce que tout le monde appelait l'incarnation de la famille française idéale. Ma mère, Pascale, 52 ans, s'était bâtie une réputation d'hôtesse hors pair dans le voisinage. Elle organisait des fêtes de fin d'année dont les gens parlaient toute l'année, avec des décorations élaborées qui rivalisaient avec les vitrines des grands magasins et un service de traiteur qui donnait à chacun l'impression de dîner dans un restaurant haut de gamme. Mon père, Robert, 54 ans, était un courtier en assurance prospère. Le genre d'homme qui portait toujours des chemises impeccablement repassées et entretenait notre pelouse immaculée comme si c'était son chef-d'œuvre personnel. Il était la présence stable et silencieuse qui finançait les ambitions sociales de Pascal, tout en restant confortablement en arrière-plan. Puis il y avait mon frère né, Michel, 30 ans, qui avait accompli tout ce dont mes parents rêvaient pour un enfant. Il travaillait dans un prestigieux cabinet d'audit à La Défense, vivait dans une belle maison meulière à seulement 5 kilomètres de notre maison familiale et était marié à Sophie, une adorable professeure des écoles. Ils avaient 2 enfants adorables, Emma et Léo, que mes parents chérissaient absolument. Michel était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal, le fils qui validait chaque décision parentale que ma mère avait jamais prise. Ma sœur cadette, Suzanne, 25 ans, était en bonne voie pour suivre le même chemin parfait. Elle faisait des études pour devenir enseignante, tout comme notre mère l'avait toujours encouragée, et s'était récemment fiancée à David, un garçon fiable qui travaillait dans une collectivité territoriale. Pascal adorait montrer la bague de fiançailles de Suzanne à chaque occasion, parlant à tout le monde du mari, âge de printemps qu'il préparait. Et puis, il y avait moi, Léa, l'enfant du milieu, qui n'avait jamais vraiment correspondu au moule que ma famille avait créé. Alors que mes frères et sœurs poursuivaient ce que mes parents appelaient des carrières stables et respectables, j'avais choisi de devenir graphiste freelance. J'aimais la créativité, la flexibilité, la possibilité de travailler avec différents clients sur des projets qui me passionnaient vraiment. Mais pour ma famille, freelance signifiait instable, imprévisible, irresponsable. J'étais toujours célibataire à 28 ans, ce qui, dans le cercle social de ma mère, pouvait aussi bien être considéré comme un échec personnel. Tandis que Michel et Suzanne s'étaient installés en banlieue, perpétuant la tradition familiale des pelouses parfaitement entretenues et des barbecues de quartier, je vivais dans un petit mais charmant appartement en plein cœur de Paris, entouré d'artistes, de jeux, nés professionnels et de gens qui ne jugeaient pas mes choix de vie. Notre fête annuelle du Nouvel An était une tradition familiale depuis 15 ans. Pascal invitait les mêmes personnes chaque année, la famille élargie, les voisins de longue date, ses amis du club de lecture, les collègues de l'école où elle enseignait avant de devenir mère au foyer et coordinatrice sociale à plein temps. La liste des invités était soigneusement établie pour n'inclure que des personnes qui apprécieraient de ses efforts et flatteraient le statut de notre famille dans la communauté. Les préparatifs commençaient toujours des semaines à l'avance. Pascal
passer des heures à planifier le menu, à se coordonner avec le traiteur, à choisir des décorations assorties au thème qu'elle avait choisi pour l'année. La maison se transformait en quelque chose qui semblait tout droit sorti d'un magazine, avec des lumières scintillantes, des tables élégamment dressées et de s'arrangements de fleurs fraîches dans chaque pièce. Elle tirait une grande fierté du fait que les gens parleraient de notre fête pendant des mois. J'avais toujours aidé à l'installation, arrivant tôt pour aider aux décorations et à la préparation de la nourriture. Mais au fil des ans, j'ai commencé à remarquer que mon rôle ressemblait moins à celui d'une fille bien-aimée, aidant à une célébration familiale, et plus à celui d'une employée qui se trouvait partager le nom de la famille. Tandis que Michel et Suzanne étaient encouragés à se mêler aux invités et à profiter de la fête, j'étais toujours assignée à la cuisine, à servir les boissons, à débarrasser les assiettes et à gérer le flot incessant de tâches qui assuraient le bon déroulement de la soirée. Cette année semblait différente, cependant. Ces derniers mois, Pascal avait fait des commentaires de plus en plus pointus sur mes choix de vie. Lors des dîners de famille, elle abordait ma carrière avec une désapprobation à peine dissimulée, se demandant à voix haute quand j'allais trouver un vrai travail avec des avantages et la sécurité de l'emploi. Elle faisait des remarques subtiles mais blessantes sur mon célibat, me demandant quand j'allais me poser et commencer à penser sérieusement à mon avenir. Juste 2 semaines avant la fête, nous avions eu un dîner de famille particulièrement difficile où elle avait ouvertement critiqué ce qu'elle appelait « mon style de vie instable ». Elle avait suggéré qu'il était peut-être temps pour moi d'envisager de revenir vivre à la maison temporairement, juste le temps que je remette de l'ordre dans ma vie. La sous-entendue était claire. Elle me voyait comme un échec, une déception, quelqu'un qui devait être réparé plutôt que célébré. Mais j'étais déterminée à maintenir la paix. Malgré le ressentiment croissant que je ressentais face au jugement constant de ma mère, je voulais croire que la famille passait avant tout. Je me disais que si j'essayais plus fort, si je faisais mes preuves de manière plus convaincante, je pourrais peut-être gagner l'acceptation et la fierté qui semblaient si naturelles pour mes frères et sœurs. Le jour de la fête, je suis arrivée à la maison de mon enfance, 3 heures en avance, prête à aider à transformer la maison en la vision de perfection de Pascal. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai pu sentir la tension familière qui était devenue notre dynamique normale. Pascal a jeté un coup d'œil à ma tenue, une élégante robe noire qui, selon moi, trouvait le parfait équilibre entre le sophistiqué et le festif, et a immédiatement froncé les sourcils. « Léa, cette robe est un peu trop décontractée pour ce soir, tu ne trouves pas ?» dit-elle, sans même prendre la peine de me saluer. « C'est une soirée importante. Madame Dubois de l'inspection académique sera là, ainsi que les Martindé, du bureau de Robert. J'ai besoin que tout soit parfait. » J'ai ravalé ma frustration et j'ai simplement hoché la tête, me dirigeant directement vers la cuisine où Pascal avait disposé mes missions pour la soirée. Pendant que Michel et Suzanne seraient libres de socialiser et de s'amuser, on m'avait donné une liste détaillée de tâches. Disposer les plateaux d'amuse-gueule, m'assurer que le bar était entièrement approvisionné, me coordonner avec le personnel du traiteur et essentiellement gérer tout ce qui pourrait interférer avec la capacité de Pascal à jouer l'hôtesse gracieuse. En travaillant dans la cuisine, je pouvais entendre Pascal au téléphone avec divers invités, confirmant les heures d'arrivée et les restrictions alimentaires. Sa voix était chaleureuse et accueillante, le ton parfait de quelqu'un qui aimait sincèrement rassembler les gens. Mais quand elle raccrochait et me parlait, cette chaleur disparaissait, remplacée par le ton sec et professionnel qu'elle aurait pu utiliser avec un entrepreneur ou un prestataire de service. La soirée était sur le point de commencer, et je sentais déjà la douleur familière d'être essentielle au succès de la fête, mais invisible à son tissu social. On avait besoin de moi, mais on ne me voulait pas. J'étais utile, mais pas valorisée. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir que cette année
serait peut-être différente, que je pourrais peut-être trouver un moyen d'être vue comme une fille plutôt que comme une simple paire de mains supplémentaires. Alors que les invités commençaient à arriver à 19h, la maison s'est remplie du bourdonnement chaleureux des conversations et des rires qui rendaient ces rassemblements magiques. Les membres de la famille élargie affluaient par la porte d'entrée, apportant des étreintes, des cadeaux et le genre d'affection sincère qui me rappelait pourquoi j'aimais ces gens malgré les dynamiques compliquées avec ma mère. Tante Marguerite, la sœur de mon père, est arrivée avec son habituelle exubérance dramatique, me serrant immédiatement dans une étreinte forte, tout en posant ses questions prévisibles sur ma vie amoureuse. « Léa, ma chérie, dis-moi que tu as rencontré quelqu'un de spécial. Tu es trop belle et intelligente pour passer tout ton temps seule dans ce petit appartement. » Son inquiétude était sincère, mais c'était toujours blessant de voir ma valeur mesurée principalement par mon statut relationnel. Oncle Thomas, marié à tante Marguerite depuis 35 ans, m'a donné sa tape habituelle sur l'épaule, tout en faisant sa blague bien intentionnée, mais légèrement condescendante sur le fait que j'étais une femme de carrière. Toujours en train de conquérir le monde des affaires, Léa, bravo à toi, même si je ne sais pas comment tu te débrouilles sans un homme bien pour prendre soin de toi. Il ne pensait pas à mal, mais son commun terre reflétait la même pensée dépassée qui semblait imprégner toute la vision du monde de ma famille. Mes cousins sont arrivés avec leur propre famille, chacun représentant une autre version de la vie que mes parents pensaient que je devrais mener. Ma cousine Rachel a amené son mari et ses 3 jeunes enfants, se lançant immédiatement dans des histoires d'entraînement de foot et de kermesse scolaire. Mon cousin Marc est arrivé avec sa femme et leur nouveau-né, recevant le genre d'attention enthousiaste que les nouveaux parents obtiennent toujours lors des réunions de famille. En regardant tout le monde s'agiter autour du bébé, j'ai ressenti le pincement familier d'être l'intruse. Le membre de la famille qui n'avait pas encore atteint les étapes qui semblaient compter le plus pour tout le monde. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que d'autres invités arrivaient, Pascal se déplaçait dans la maison comme une reine, gracieuse, tenant sa cour. Elle avait le don de faire en sorte que chacun se sente le bienvenu et important, partageant les nouvelles des réussites de ses enfants avec une fierté et une satisfaction maternelle évidente. Michel vient d'obtenir une autre promotion dans son cabinet, a-t-elle raconté à Madame Dubois de l'inspection académique, sa voix rayonnant de fierté maternelle. Il est pressenti pour devenir associé, et Sophie fait un travail formidable avec sa classe de CE1. Ils pensent à acheter une maison plus grande maintenant que les enfants grandissent. Lorsque Monsieur et Madame Martin du bureau de Robert ont posé des questions sur Suzanne, l'enthousiasme de Pascal était tout aussi contagieux. Suzanne prépare un mariage de printemps absolument magnifique, s'est-elle exclamée, sortant son téléphone pour montrer des photos des lieux de réception et des essayages de robes. David est un jeune homme si merveilleux, et il parle de Mindy. Déjà de fonder une famille tout de suite, je ne pourrais pas être plus ravie d'accueillir un gendre aussi charmant. Mais lorsque les invités demandaient inévitablement de mes nouvelles, l'énergie de Pascal changeait notablement. Son sourire devenait plus crispé. Sa voix prenait une qualité légèrement tendue et ses réponses devenaient vagues et évasives. « Oh, Léa cherche encore sa voix », disait-elle avec un rire forcé. Vous savez comment sont les jeunes de nos jours. Ils prennent leur temps pour trouver leur chemin. L'expression « chercher sa voix » me piquait chaque fois que je l'entendais. Je ne cherchais rien du tout. J'avais une carrière que j'aimais, des clients qui respectaient mon travail et une vie qui me semblait authentique et épanouissante. Mais dans le récit de Pascal, tout ce qui ne suivait pas le scénario traditionnel du mariage, du crédit immobilier et de la maternité n'était qu'une phase à endurer jusqu'à ce que je revienne. Yen a la raison. Depuis ma position dans la cuisine, où je passais la plupart de la soirée à gérer le flux incessant d'amuse-gueules et de boissons,
Je pouvais surprendre ces conversations. Chaque fois que mon nom était mentionné, je me surprenais à retenir mon souffle, espérant que cette fois serait différente, que peut-être Pascal mentionnerait mon récent succès avec un client majeur ou les retours positifs que j'avais reçus pour mon travail. Mais cela n'arrivait jamais. À la place, je la regardais régaler les invités avec des histoires détaillées sur les réussites professionnelles de Michel et les plans de mariage de Suzanne, tout en traitant ma vie comme un inconvénient mineur qui, espérait-elle, se résoudrait bientôt. Lorsque les voisins ont complimenté le magnifique design graphique des invitations à la fête que j'avais créées pour elle, Pascal a accepté les éloges sans mentionner que c'était sa propre fille qui les avait conçus. US. Le moment le plus douloureux est survenu lorsque j'ai entendu Pascal parler à son amie Carole du club de lecture. « Je suis si fière de Michel et Suzanne », a-t-elle dit, sa voix portant clairement jusqu'à l'endroit où je disposais un autre plateau d'amuse-gueule. Ils sont tous les deux devenus exactement ce que j'espérais. C'est une telle bénédiction de voir ses enfants faire de bons choix et construire des vies stables et heureuses. La sous-entendue était limpide. Michel et Suzanne avaient fait de bons choix. Moi, apparemment, non. Debout dans cette cuisine qui était devenue mon domaine assigné pour la soirée, j'ai ressenti le poids familier de ne jamais être tout à fait à la hauteur, de ne jamais atteindre les standards qui semblaient si naturels pour mes frères et sœurs. Mais j'ai refoulé mes sentiments blessés et j'ai continué à travailler, déterminée à rendre la soirée parfaite, même si je n'allais pas être célébrée comme Ève, aisant partie de cette perfection. Je me suis dit que la famille signifiait accepter les gens tels qu'ils étaient, même quand ils ne semblaient pas pouvoir faire de même pour vous. Je me suis accrochée à l'espoir qu'un jour, si seulement je faisais assez mes preuves, si je travaillais assez dur, si j'essayais assez fort, les choses changeraient. Alors que nous approchions de 23 heures et du traditionnel compte à rebours de minuit, je pouvais sentir l'anticipation monter dans la maison. C'était toujours le point culminant des fêtes de Pascal, le moment où elle rassemblait tout le monde pour les photos et le toast au champagne qui marquait le passage à la nouvelle année. Malgré tout, je me suis surprise à avoir hâte de faire partie de ce moment, de me tenir aux côtés de ma famille alors que nous accueillions ce que l'année suivante apporterait. Je n'avais aucune idée que dans moins d'une heure, tout ce que je croyais savoir sur ma place, dans cette famille, serait complètement détruit. Vers 23h30, Pascal a commencé à orchestrer le crescendo de la soirée avec son habituelle attention méticuleuse aux détails. Elle se déplaçait dans la maison comme un chef d'orchestre préparant le final d'une symphonie, vérifiant que les flûtes de champagne étaient remplies, ajustant les décorations qui avaient dû bouger au cours de la soirée, et s'assurant que chaque invité se sentait inclus dans la célébration de minuit qui approchait. « Tout le monde, s'il vous plaît, rassemblez-vous dans le salon », a annoncé Pascal de sa voix chaleureuse d'hôtesse qui portait facilement par-dessus les conversations et les rires. « Nous allons faire notre traditionnelle photo de famille avant le début du compte à rebours. Et je veux m'assurer que nous immortalisons cette belle soirée avec tous nos merveilleux amis et notre famille. » Le salon avait été préparé pour ce moment toute la soirée. Pascal avait dit poser les meubles pour créer une toile de fond parfaite, avec notre famille positionnée bien en vue au centre, tandis que les invités formaient un cercle chaleureux autour de nous. L'éclairage était doux et flatteur, les décorations offraient un arrière-plan élégant, et tout était conçu pour créer le genre de photos qui finirait dans des cadres et sur des cartes de vœux, préservant ce moment familial parfait pour la postérité. J'ai regardé Michel et Sophie rassembler leurs enfants, la petite Emma et le petit Léo, ajoutant leur adorable énergie à la scène. Suzanne se tenait près de David, sa bague de fiançailles scintillant à la lumière, alors qu'elle riait de quelque chose qu'il lui chuchotait à l'oreille. Robert a pris sa position habituelle, légèrement derrière Pascal, le mari de soutien qui assurait la stabilité, tout en laissant sa femme briller sous les projecteurs. Automatiquement,
Sans même y penser, je me suis avancée pour rejoindre ma famille au centre du groupe. Après avoir passé toute la soirée à travailler en coulisses pour faire de cette fête un succès, j'étais enfin prête à m'avancer et à faire partie de la célébration. C'était ma famille. C'était mes proches. Et malgré toutes les dynamiques compliquées, j'avais ma place ici, moi aussi. Mais au moment où je me suis dirigée vers le groupe familial, j'ai vu l'expression de Pascal changer. Le sourire chaleureux et accueillant qu'elle avait arboré toute la soirée a disparu, remplacé par un air d'agacement qu'elle n'a même pas pris la peine de cacher. Ses yeux se sont légèrement plissés alors qu'elle me regardait approcher, et j'ai pu sentir la température dans la pièce changer, même si je ne comprenais pas tout à fait pourquoi. « Léa », dit Pascal, sa voix soudainement sèche et portant clairement à travers la pièce d'une manière qui a fait se retourner plusieurs invités. « Pourrais-tu, s'il te plaît, aller vérifier ? Elle les amuse-gueules dans la cuisine ? Je veux m'assurer que tout est encore correctement disposé pour nos invités. » La demande m'a frappée comme une gifle. J'essayais de rejoindre ma famille pour ce qui était censé être le moment le plus important de la soirée, et ma mère me demandait de partir. Pas vraiment une demande, en fait. Le ton de sa voix indiquait clairement que ce n'était pas une requête, mais un ordre donné avec le genre d'autorité qui attendait une obéissance immédiate. Mais quelque chose en moi s'est rebellé contre ce schéma familier d'exclusion. J'avais passé toute la soirée à travailler pour rendre cette fête parfaite, gérant chaque détail qui permettait à Pascal de jouer l'hôtesse gracieuse sans se soucier de la logistique. J'avais souri, servi, nettoyé et coordonné pendant que mes frères et sœurs profitaient de la soirée en tant que membres honorés de la famille. Maintenant, au seul moment où nous étions tous censés nous réunir en famille, elle voulait me renvoyer à nouveau. « Il est presque minuit, maman, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme et raisonnable malgré la frustration qui montait en moi. « Je veux être ici pour le toast avec tout le monde. Les amuse-gueules peuvent attendre 5 minutes. » Je pouvais sentir l'attention de toute la pièce se concentrer sur notre échange. 30 invités qui discutaient et riaient quelques instants auparavant assistaient maintenant à cette tension inattendue entre une mère et sa fille se déroulant en temps réel. L'atmosphère festive et facile commençait à se transformer en quelque chose de gênant et de tendu. Le visage de Pascal a légèrement rougi, que ce soit par embarras d'être contesté devant ses invités ou par colère face à mon refus d'obéir simplement à son ordre. Sa voix est devenue plus sèche, plus insistante, avec une pointe qui montrait clairement qu'elle s'attendait à ce que ce désaccord se immédiatement. « Léa, j'ai besoin que tu t'occupes de la cuisine maintenant, » dit-elle, en insistant sur chaque mot d'une manière qui ne laissait aucune place à l'interprétation. « C'est important, et je compte sur toi pour t'en charger. » Mais j'avais atteint mon point de rupture. Après des années à être traitée comme une employée lors des réunions de famille, après une soirée entière à être exclue des aspects sociaux de la fête, tout en étant essentielle à son succès pratique, je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à m'éloigner de ce moment, moi aussi. « Il est minuit, maman, » ai-je répété, ma voix plus forte maintenant, plus déterminée. Je veux trinquer à la nouvelle année avec ma famille. Je veux être sur la photo avec tout le monde. La cuisine peut attendre. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous, et je pouvais voir le sang-froid de Pascal commencer à se fissurer. Elle était habituée à ce que ses demandes soient suivies sans discussion, surtout de ma part. Mon refus d'obtempérer perturbait sa soirée soigneusement orchestrée, créant exactement le genre de scène qu'elle avait passé des semaines à essayer d'éviter. La pièce était devenue complètement silencieuse maintenant. 30 invités assistaient à ce drame familial, et je pouvais sentir leur malaise, alors que l'atmosphère festive se dissolvait en quelque chose de beaucoup plus sérieux et douloureux.
Tante Marguerite nous regardait avec une inquiétude évidente. Oncle Thomas avait l'air confus et préoccupé, et mes cousins échangèrent des regards qui suggéraient qu'ils assistaient à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas entièrement, mais qu'ils savaient ne pas être normal. Michel et Suzanne étaient figés sur place, clairement mal à l'aise avec la confrontation, mais ne sachant pas comment intervenir. Robert avait l'air de vouloir disparaître complètement, sa stratégie habituelle pour gérer les conflits familiaux. Pascal est resté là un instant, son visage de plus en plus rouge, son masque d'hôtesse soigneusement entretenu, commençant à s'effriter complètement. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était assez forte pour que tout le monde dans la pièce l'entende clairement, et les mots qui sont sortis de sa bouche ont tout changé à jamais. « Tu n'as pas ta place dans cette famille ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. 30 personnes tenant des flûtes de champagne, vêtues de leur tenue de fête, prêtes à célébrer la nouvelle année, se sont soudainement retrouvées témoins de la destruction complète d'une relation familiale en temps réel. Mais Pascal n'avait pas fini. Comme si le premier coup n'avait pas été assez dévastateur, elle a porté le second avec la même force. « Pourquoi ne pars-tu pas, tout simplement ?» Les mots m'ont frappé comme un coup physique, et pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Vis, n'ai-je tes 8 ans d'exclusion subtile, de sentiment de ne jamais être à la hauteur, d'être traité différemment de mes frères et sœurs, se sont soudainement cristallisés en ce moment dévastateur de rejet absolu. Tu n'as pas ta place dans cette famille. Debout là, au centre du salon de mon enfance, entouré de 30 invités qui me regardaient maintenant, avec un mélange de choc, de pitié et de fascination mal à l'aise, j'ai senti toutes les défenses que j'avais construites au fil des ans s'effondrer. Ce n'était pas juste un moment de colère ou de frustration. C'était ma mère qui me disait, devant toutes les personnes qui comptaient pour notre famille, que je n'étais pas désirée, pas valorisée, pas vraiment partie de l'unité qui avait défini toute mon identité. La pièce était si silencieuse. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge comtoise dans le coin, égrenant les secondes jusqu'à minuit, jusqu'au moment qui était censé marquer un nouveau départ et de nouveaux commencements. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'assister à la fin de tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Tante Marguerite avait eu un hoquet audible lorsque Pascal avait parlé, sa main volant à sa bouche sous le choc. Oncle Thomas regardait ma mère avec une expression d'incrédulité totale, comme s'il ne pouvait pas traiter ce qu'il venait d'entendre. Les voisins qui connaissaient notre famille depuis des années semblaient stupéfaits et mal à l'aise, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs, plutôt que de témoigner de cette implosion familiale. Mes cousins échangeaient des regards inquiets, leurs enfants percevant la tension des adultes, même s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Michel et Suzanne se tenaient figés, leurs visages pâles de choc. Même Robert, qui parvenait habituellement à rester invisible lors des conflits familiaux, regardait sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Mais Pascal semblait inconsciente de l'impact de ses paroles. Ayant porté son coup dévastateur, elle s'est détournée de moi comme si l'affaire était réglée, comme si elle venait de résoudre un conflit d'horaire mineur plutôt que de détruire le sentiment d'appartenance et la valeur de sa fille. Elle a commencé à se diriger vers la table de champagne, apparemment prête à poursuivre les festivités de la soirée, comme si rien de significatif ne s'était produit. À ce moment-là, en regardant ma mère me rejeter si complètement, quelque chose a basculé en moi. C'était peut-être 28 ans de blessures accumulées qui atteignaient enfin un point de rupture. C'était peut-être l'humiliation d'être rejetée si publiquement devant des gens que j'aimais. Ou peut-être était-ce simplement la clarté qui vient lorsque vous voyez enfin une situation pour ce qu'elle est vraiment, plutôt que pour ce que vous espériez qu'elle puisse devenir. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant étrangement calme,
malgré le tremblement de terre émotionnel qui se produisait en moi. Quand j'ai parlé, ma voix était stable et claire, portant à travers la pièce silencieuse pour atteindre chaque personne présente. « Tu as absolument raison, Pascal », ai-je dit, utilisant son prénom au lieu de maman pour la première fois de ma vie d'adulte. Cette adresse formelle était comme tracer une ligne dans le sable, établissant une nouvelle dynamique entre nous. Je n'ai pas ma place dans cette famille. Je pouvais voir la surprise sur son visage alors qu'elle se retournait vers moi. Elle s'attendait à ce que je parte tranquillement, que je m'éclipse dans la honte et la défaite, comme je l'avais fait tant de fois auparavant face à sa désapprobation. La dernière chose à laquelle elle s'attendait était que je sois d'accord avec son évaluation et que je prenne le contrôle du récit. Mais je n'avais pas fini. Poussant la main dans mon sac avec des gestes étonnamment stables, j'en ai sorti une enveloppe Kraft que je portais depuis des semaines, incertaine si j'aurais un jour le courage d'utiliser son contenu. Ce soir, ma mère m'avait donné tout le courage dont j'avais besoin. Parce qu'il y a 28 ans, tu m'as adoptée et tu ne me l'as jamais dit. La réaction a été immédiate et explosive. Des hoquets et des exclamations ont éclaté de la part des invités dans toute la pièce. La flûte de champagne de tante Marguerite a glissé de sa main, se brisant sur le parquet. Oncle Thomas s'est avancé avec une expression de choc total, tandis que plusieurs voisins ont commencé à chuchoter de toute urgence entre eux. Le visage de Pascal est devenu complètement blanc, toute couleur s'en drainant comme si je l'avais frappé physiquement. Sa bouche s'est ouverte et fermée sans qu'aucun son n'en sorte. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère, si composée et contrôlante, rendue complètement sans voix. J'ai trouvé ça le mois dernier en t'aidant à nettoyer le grenier. Ai-je continué, sortant les documents juridiques de l'enveloppe. Caché dans une boîte derrière tes vieilles décorations de Noël? Un acte de naissance avec un nom différent? Un jugement d'adoption? Des dossiers médicaux qui expliquent enfin pourquoi mon groupe sanguin n'a jamais eu de sens dans notre famille. Robert s'est avancé, le visage pâle de panique, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. C'était mon moment, ma vérité à dire, et je n'allais plus laisser personne d'autre contrôler le récit. J'ai passé le dernier mois à travailler avec un détective privé, à retracer mes véritables origines, à comprendre pourquoi je ne me suis jamais sentie vraiment à ma place ici. Ai-je dit, ma voix se renforçant à chaque mot. Et maintenant, je comprends enfin pourquoi rien de ce que je faisais n'était jamais assez. C'est bien pour toi, Pascal. Tu m'en as voulu d'avoir dû élever l'enfant de quelqu'un d'autre pendant 28 ans. La pièce a éclaté en un brouhaha de voix, alors que les membres de la famille commençaient à exiger des réponses. La voix de tante Marguerite a percé le chaos. « Pascal, est-ce que c'est vrai? Comment as-tu pu garder ce secret si longtemps ?» Oncle Thomas demandait. « Et nous autres? Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant ?» Les cousins se regardaient avec confusion, essayant de traiter cette révision complète de notre histoire familiale. Mais mon attention restait fixée sur Pascal, qui se tenait toujours là dans un silence stupéfait, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. La fête qu'elle avait planifiée si méticuleusement, l'image de famille parfaite qu'elle avait passé des décennies à construire, le statut social qu'elle avait cultivé au fil des années d'hospitalité gracieuse, tout cela se dissout, levait en temps réel, alors que la vérité éclatait enfin. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir les maisons des voisins illuminées pour leur propre célébration du Nouvel An. Des gens faisant le décompte jusqu'à minuit dans la joie et l'espoir. Mais dans notre salon, le temps semblait suspendu dans ce moment de révélation et de règlement de compte. J'ai regardé les visages des gens que j'avais connus toute ma vie, y voyant le choc, la confusion, la sympathie et autre chose, quelque chose qui ressemblait à du respect. Pour la première fois en 28 ans, je n'étais pas la fille décevante ou le membre de la famille qui ne cadrait pas tout à fait. J'étais la personne
qui avait enfin dit la vérité que tout le monde avait besoin d'entendre. Le contre-coup de ma révélation a frappé la pièce comme un tsunami, avec des vagues de choc et d'incrédulité déferlant sur toutes les personnes présentes. Les membres de la famille qui m'avaient connue toute ma vie voyaient soudainement 28 ans de dynamique familiale sous un angle complètement différent, et les implications étaient stupéfiantes. Michel a été le premier à briser le silence stupéfait, s'avançant avec des larmes aux yeux que je ne lui avais jamais vues. « Léa !» dit-il, sa voix se brisant légèrement. « Nous n'en avions aucune idée. Pendant toutes ces années, Suzanne et moi n'avons jamais su. » Il se tourna vers Pascal, avec une expression qui mêlait blessure et colère. « Comment as-tu pu nous cacher une chose pareille? Comment as-tu pu le lui cacher à elle ?» Suzanne pleurait maintenant ouvertement, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur ses joues alors qu'elle s'approchait de moi. « Tu es toujours notre sœur, » dit-elle férocement, tendant la main pour prendre la mienne. « Adoptée ou non, tu es toujours notre sœur. Rien ne change cela. » Ces mots portaient une conviction qui m'a surprise, et pour la première fois, de toute la soirée, j'ai eu l'impression que quelqu'un dans ma famille immédiate était vraiment de mon côté. Mais Pascal n'acceptait rien de tout cela. Confrontée à l'effondrement complet de son secret soigneusement gardé, elle a choisi de s'enferrer plutôt que de reconnaître un quelconque tort. Son choc se transformait rapidement en colère défensive. Et quand elle a parlé, sa voix était stridente et désespérée. « Ces papiers ne veulent rien dire, » a-t-elle dit, gesticulant sauvagement vers les documents que je tenais toujours. « Je t'ai élevée, je t'ai nourrie, vêtue, et je t'ai donné un foyer quand ta vraie mère ne voulait pas de toi. J'ai sacrifié ma vie pour m'occuper de l'erreur de quelqu'un d'autre. » La cruauté de ces mots a provoqué une autre vague de hoquet dans la pièce. L'entendre décrire mon adoption comme le fait de s'occuper de l'erreur de quelqu'un d'autre était dévastateur, mais cela révélait aussi la vérité sur la FA, dont elle m'avait considérée toute ma vie. Je n'étais pas sa fille. J'étais un fardeau, une obligation, le rappel de quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu faire en premier lieu. Robert a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie faible et tremblante. « Pascal, arrête !» dit-il, l'air horrifié par les paroles de sa femme. « Ça suffit. Ce n'est pas comme ça que nous devrions gérer ça. » Mais Pascal s'est retourné contre lui avec une fureur qui couvait depuis des décennies. « N'ose pas me dire comment gérer ça, Robert. C'était ton idée. Tu te souviens? C'est toi qui as insisté pour l'adoption quand nous ne pouvions plus avoir d'enfants après Michel. C'est toi qui as dit que ce serait bien pour notre famille. Eh bien, regarde le résultat. La révélation que mon père avait été le moteur de mon adoption, alors que ma mère avait été réticente, a ajouté une autre couche de complexité à la situation. Le visage de Robert s'est détruit et composé sous le poids de ce qui semblait être des années de culpabilité et de regrets refoulés. Les membres de la famille élargie n'étaient plus seulement des observateurs choqués. Ils prenaient activement parti et les lignes de bataille devenaient claires. Tante Marguerite s'est avancée avec le feu dans les yeux, pointant un doigt accusateur sur Pascal. 30 ans, Pascal. 30 ans de réunion de famille où nous avons tous aimé Léa comme notre nièce, sans jamais savoir que tu la traitais comme une sorte de citoyenne de seconde zone dans sa propre maison. Comment as-tu pu faire ça à un enfant? Comment as-tu pu nous faire ça à tous? Oncle Thomas secouait la tête avec incrédulité. Pascal, j'ai vu Léa grandir. J'ai vu à quel point elle essaie de te faire plaisir, à quel point elle veut ton approbation. Et pendant tout ce temps, tu as été... Il n'a même pas pu finir sa phrase, semblant incapable de trouver les mots pour décrire le niveau de cruauté émotionnelle dont il était témoin. Mes cousins se sont aussi ralliés à moi, Rachel s'avançant pour dire
Léa, nous t'avons toujours considéré comme de la famille. Cela ne change rien à ce que nous ressentons pour toi. Au contraire, ça explique pourquoi Pascal a toujours semblé si froide envers toi lors des réunions de famille. Les voisins commençaient à avoir l'air extrêmement mal à l'aise, reconnaissant clairement qu'ils assistaient à quelque chose de profondément personnel et douloureux, dont ils n'avaient pas à faire partie. Plusieurs couples rassemblaient tranquillement leurs manteaux et leurs sacs, se dirigeant discrètement vers la porte, en essayant de ne pas attirer l'attention. Mais je n'avais pas fini. Les vannes s'étaient ouvertes, et 28 ans de blessures et de confusion refoulées se déversaient d'un seul coup. « Tu veux parler de sacrifice, Pascal ?» ai-je dit, ma voix gagnant en force à mesure que je continuais. Parlons du sacrifice de grandir, en sentant que rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Parlons du sacrifice de te regarder rayonner de fierté pour Michel et Suzanne, tout en traitant mes réussites comme si elles méritaient à peine d'être mentionnées. Parlons du sacrifice de passer toute ma vie à me demander pourquoi ma propre mère semblait ressentir de l'amertume face à mon existence. Le visage de Pascal devenait de plus en plus rouge à chaque mot, son sang-froid si soigneusement entretenu complètement brisé. « J'ai fait de mon mieux dans une situation impossible », a-t-elle rétorqué. « As-tu la moindre idée de la difficulté d'élever un enfant qui n'était pas le mien? D'aimer le bébé de quelqu'un d'autre de la même manière que j'aimais mes propres enfants? » L'aveu qu'elle ne m'avait jamais aimé de la même manière qu'elle aimait Michel et Suzanne était peut-être la chose la plus honnête qu'elle ait dite de toute la soirée, et aussi la plus dévastatrice. Mais cela confirmait aussi ce que j'avais soupçonné toute ma vie et me donnait un étrange sentiment de validation. Au moins, maintenant je sais pourquoi, ai-je dit doucement. Au moins, maintenant je comprends que ce n'était pas quelque chose qui n'allait pas chez moi. C'était quelque chose qui n'allait pas chez toi. La pièce est retombée dans le silence, alors que tout le poids du dysfonctionnement de notre famille devenait clair pour tout le monde. 28 ans de mensonges, de ressentiments et de négligence émotionnelle étaient mis à nu devant 30 témoins. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible après ce moment. Robert regardait Pascal comme s'il la voyait clairement pour la première fois depuis des décennies, et ce qu'il voyait semblait l'horrifier. Michel et Suzanne se tenaient l'un l'autre, pleurant tous les deux alors qu'ils réalisaient que leur sœur avait souffert en silence toute sa vie pendant qu'ils profitaient de toute la chaleur de l'amour et de l'approbation de leurs parents. Mais peut-être le plus significatif, c'est que j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant dans ma relation avec ma famille. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le problème à résoudre. Je n'étais pas la déception à gérer. J'étais celle qui disait la vérité, la personne assez courageuse pour enfin nommer le dysfonctionnement qui avait empoisonné nos dynamiques familiales pendant des décennies. L'horloge comptoise dans le coin a commencé à sonner minuit, marquant l'arrivée de la nouvelle année qui était censée apporter espoir et nouveau départ. Mais au lieu de célébration, nous nous tenions tous dans les décombres de tout ce que nous pensions savoir sur notre famille. Les jours qui ont suivi la confrontation du réveillon du Nouvel An ont été comme vivre dans les décombres d'un tremblement de terre, avec des répliques qui continuaient de remodeler le paysage de nos relations familiales. Je suis restée dans l'appartement de mon amie Julie en centre-ville, ayant besoin d'espace pour digérer ce qui s'était passé et décider comment je voulais avancer au milieu des ruines de mes dynamiques familiales. Mon téléphone a sonné sans arrêt pendant ces premiers jours, mais les appels ne venaient pas de Pascal. Au lieu de cela, Michel et Suzanne m'ont contacté à plusieurs reprises, tous deux semblant désespérés de reconstruire notre relation sur des bases d'honnêteté, plutôt que sur les mensonges qui avaient façonné notre enfance. Michel m'a appelé le 2 janvier, sa voix lourde de culpabilité et de regret. « Léa, je veux que tu saches que Suzanne et moi n'arrêtons pas de parler depuis le réveillon, » a-t-il dit. Nous avons repassé notre enfance en revue,
en pensant à toutes les fois où nous avons remarqué que maman te traitait différé. Ma maman, mais où nous n'avons rien dit. Nous aurions dû te défendre. Nous aurions dû nous demander pourquoi tu semblais toujours marcher sur des œufs autour d'elle. Son aveu comptait plus pour moi qu'il ne le réalisait probablement. Pendant des années, je m'étais demandé si j'imaginais le traitement différent ou si j'étais trop sensible à des dynamiques familiales normales. Le fait que mes frères et sœurs confirment qu'ils avaient remarqué l'inégalité validait des décennies de confusion et de blessures. L'appel de Suzanne est arrivé le lendemain et elle était encore plus émue. Je n'arrête pas de penser à toutes les photos de famille où tu te tiens légèrement à l'écart du reste de nous, a-t-elle dit entre deux sanglots. Ou comment maman s'illuminait quand les professeurs me complimentaient à l'école, mais reconnaissaient à peine tes réussites. Je pensais que c'était juste sa personnalité, mais maintenant je comprends que c'était bien pire que ça. Mes deux frères et sœurs étaient en train de gérer leur propre culpabilité d'avoir été les bénéficiaires d'un système qui m'avait exclu, et ils étaient déterminés à se racheter. Plus important encore, ils montraient clairement que leur loyauté était avec moi, pas avec la version des événements de Pascal. Les membres de la famille élargie m'ont également contacté. Tante Marguerite m'appelant pour s'excuser de ne pas avoir reconnu pendant des années ce qui se passait juste sous ses yeux. « J'aurais dû le voir », a-t-elle dit, sa voix remplie de regrets. J'aurais dû me demander pourquoi Pascal semblait toujours si froide envers toi. Mais je suppose que je voulais croire que tout allait bien parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Oncle Thomas a envoyé un long email exprimant des sentiments similaires et précisant que, pour la famille élargie, j'étais et avais toujours été un membre bien-aimé de la famille, quelles que soient les circonstances de ma naissance. L'adoption ne fait pas de toi moins un membre de la famille, écrivait-il. Au contraire, cela fait de toi encore plus un membre de la famille parce que tu as été choisi et accueilli. Le fait que Pascal n'ait pas pu voir cela est sa perte, pas la tienne. La réponse des amis de la famille et des voisins a été tout aussi encourageante. Madame Dubois de l'inspection académique a appelé pour dire que le comportement de Pascal à la fête avait été choquant et inapproprié, et que tous ceux qui en avaient été témoins s'inquiétaient pour moi. Plusieurs voisins sont passés à l'appartement de Julie pour prendre de mes nouvelles et exprimer leur désapprobation quant à la manière dont la situation avait été gérée. Mais Pascal est restée complètement silencieuse. Pas d'appel, pas de message, aucune tentative de communication que ce soit. Selon Michel, elle refusait de discuter de la situation. N, soutenant que j'avais détruit la famille en révélant l'adoption et que tout ce qui s'était passé était de ma faute parce que j'avais été ingrate et irrespectueuse. Robert, cependant, était une autre histoire. Le 5 janvier, il a appelé et m'a demandé s'il pouvait me voir en privé. Lorsque nous nous sommes assis dans un café près de l'appartement de Julie, il semblait avoir vieilli de 10 ans en moins d'une semaine. « Léa, je dois t'expliquer ma part dans tout ça », a-t-il dit, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait sa tasse de café. Quand nous avons appris que Pascal ne pouvait plus avoir d'enfant après Michel, c'est moi qui ai suggéré l'adoption. Je pensais que ce serait bien pour notre famille, que Michel bénéficierait d'avoir des frères et sœurs, et que nous pourrions offrir un foyer aimant à un enfant qui en avait besoin. Il a fait une pause, luttant avec des émotions qui semblaient avoir été refoulées pendant des décennies. Annie. Je n'ai jamais réalisé à quel point Pascal en voulait de cette décision. Elle a suivi parce que j'ai insisté, mais elle ne t'a jamais pleinement accepté comme sa fille. J'aurais dû te protéger de ça. J'aurais dû lui tenir tête quand je voyais à quel point elle te traitait différemment. Au lieu de cela, je me suis dit que ce n'était pas si grave que ça, que tu étais assez résiliente pour le supporter. Son aveu de ses propres échecs était douloureux, mais aussi guérissant d'une certaine manière.
Pour la première fois de ma vie, quelqu'un de ma famille immédiate reconnaissait que mon enfance avait été injuste et que les adultes responsables de mon bien-être m'avaient manqué. Je veux essayer de construire une vraie relation avec toi, a-t-il continué. Pas celle, superficielle, où je restais en arrière-plan pendant que Pascal contrôlait tout, mais une véritable relation père-fille, basée sur l'honnêteté et le respect. Je sais que je ne mérite pas cette chance, mais je la demande quand même. Pendant ce temps, mon enquête sur ma famille biologique progressait avec l'aide du détective privé que j'avais engagé. Nous avions localisé ma mère biologique, une femme nommée Caroline, qui vivait à environ 2 heures de route et avait passé 28 ans à se demander ce qui était arrivé à la fille qu'elle avait abandonnée pour adoption à l'âge de 18 ans, terrifiée. Le premier contact avait été émouvant pour nous deux. Caroline a expliqué qu'elle avait été poussée par ses parents à me faire adopter, mais n'avait jamais cessé de penser à moi ou de se demander si j'étais heureuse et en bonne santé. Elle avait essayé de me retrouver plusieurs fois au fil des ans, mais avait été bloquée par les dossiers d'adoption scellés. J'ai toujours espéré qu'un jour tu voudrais en savoir plus sur ta famille biologique, m'a-t-elle dit lors de notre première conversation téléphonique. J'ai tellement de choses à te dire sur ton père biologique, sur tes antécédents médicaux, sur la famille d'où tu viens. Mais surtout, je veux juste que tu saches que t'abandonner a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Et pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Le contraste entre l'amour et le regret évident de Caroline et le ressentiment et le rejet de Pascal était saisissant et douloureux. Il y avait une femme qui m'avait abandonnée parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas subvenir à mes besoins correctement, tandis que la femme qui m'avait élevée avait passé 28 ans à me faire sentir indésirable et pesante. Au fil des semaines, la nouvelle dynamique familiale a commencé à se stabiliser autour d'une structure différente. Michel, Suzanne et moi construisions des relations plus fortes que nous n'en avions jamais eues auparavant, liées par une vérité partagée plutôt que par des illusions partagées. Rob. RT faisait de véritables efforts pour se connecter avec moi en tant qu'individu plutôt que de simplement suivre le traitement que Pascal me réservait. Mais Pascal restait isolé, refusant de reconnaître un quelconque tort ou de participer à un quelconque processus de réconciliation. Selon mes frères et sœurs, elle était devenue de plus en plus amère et sur la défensive, blâmant tout le monde pour la situation tout en refusant d'examiner son propre comportement. La famille élargie avait essentiellement choisi son camp, la plupart me soutenant et exprimant leur déception face aux décennies de tromperie et de cruauté émotionnelle de Pascal. Les réunions de famille étaient réorganisées autour de l'absence de Pascal plutôt que de sa présence, marquant un changement fondamental dans la structure de pouvoir de notre famille. Je commençais à comprendre que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'accepter un traitement qui diminue sa propre valeur. En me défendant lors de cette fête du Nouvel An, je m'étais non seulement libérée d'une vie passée à chercher une approbation qui ne viendrait jamais, mais j'avais aussi libéré ma famille du dysfonctionnement qui empoisonnait nos relations depuis des décennies. 6 mois après cette confrontation qui a changé ma vie au réveillon du Nouvel An, je me suis retrouvée assise dans un salon différent, entourée de personnes qui avaient choisi d'être là parce qu'elles voulaient célébrer avec moi. Non pas parce que l'obligation ou les attentes sociales les y avaient amenées. Michel et Suzanne m'avaient aidé à organiser une petite réunion pour fêter mon 29e anniversaire. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais véritablement heureuse et en paix lors d'une célébration familiale. La liste des invités était plus restreinte, mais infiniment plus significative que les fêtes somptueuses de Pascal ne l'avaient jamais été. Michel et Sophie étaient là avec leurs enfants, qui semblaient plus détendus et enjoués qu'ils ne l'avaient jamais été lors des rassemblements formels de leur grand-mère. Suzanne et David étaient venus de leur nouvel appartement,
apportant des cupcakes faits maison et un enthousiasme sincère pour célébrer une autre année de ma vie. Robert avait demandé la permission d'être présent et, après réflexion, j'avais accepté. Notre relation était encore fragile et hésitante, mais il faisait des efforts constants pour se connecter avec moi en tant qu'individu, plutôt que de simplement suivre les obligations familiales. Il avait apporté un album photo qu'il avait secrètement conservé au fil des ans, rempli de photos de mes réussites et des étapes importantes que Pascal n'avait jamais voulu exposer dans leur maison. Tante Marguerite et oncle Thomas étaient là aussi, ainsi que plusieurs cousins qui avaient clairement montré que leur loyauté était avec moi, indépendamment du drame familial. La conversation était facile et naturelle, remplie de rires sincères et du genre de chaleur qui avait toujours semblé forcée et artificielle lors des rassemblements de Pascal. Mais le plus significatif, c'est que Caroline était là. Ma mère biologique avait conduit 2 heures pour être présente, apportant avec elle une multitude d'histoires sur mon père biologique, des antécédents médicaux qui donnaient enfin un sens à certaines bizarreries de santé que j'avais depuis toujours, et des photos de parents que je n'avais jamais connus. Elle a aussi apporté autre chose. Une acceptation et un amour inconditionnel qui ne demandaient rien en retour, si ce n'est l'opportunité de connaître la fille à laquelle elle n'avait jamais cessé de penser. « Je sais que c'est compliqué », a dit Caroline, alors que nous parlions tranquillement dans un coin de la pièce. « Je n'essaie pas de remplacer la famille qui t'a élevé ou de créer de la confusion sur ton identité. Je veux juste que tu saches que tu viens de gens créatifs, indépendants et forts. Tu tiens tes talents artistiques de ton père biologique, qui était musicien. Tu tiens ton entêtement de moi, » a-t-elle ajouté avec un rire qui ressemblait remarquablement au mien. Le processus de guérison n'avait pas été facile ni linéaire. La thérapie m'avait aidé à comprendre que le rejet de Pascal ne disait rien de ma valeur, mais tout de ses propres limitations émotionnelles. J'apprenais à fixer des limites avec les gens qui ne pouvaient, ou ne voulaient, pas me valoriser à ma juste mesure, tout en m'ouvrant à des relations basées sur le respect mutuel et l'affection sincère. Ma carrière avait prospéré de manière inattendue une fois que j'avais cessé d'essayer de faire mes preuves auprès de personnes déterminées à ne pas voir ma valeur. La confiance née de la compréhension, en finale de mes dynamiques familiales, s'était traduite par des relations clients plus affirmées et des choix de projets plus créatifs. Je ne m'excusais plus pour mon parcours non conventionnel, ni n'essayais de forcer ma vie à correspondre à la définition du succès de quelqu'un d'autre. J'avais aussi commencé à fréquenter quelqu'un qui appréciait mon indépendance et ma créativité, plutôt que de les voir comme des défauts de caractère à corriger. Julien était un autre freelance qui comprenait les défis et les récompenses de la construction d'une carrière non traditionnelle. Et il semblait véritablement fasciné par mon histoire plutôt que menacé par ma complexité. Plus importante encore, j'avais appris à distinguer les relations familiales qui nourrissaient la croissance de celles qui exigeaient la conformité. La famille que je construisais autour de moi était plus petite que celle dans laquelle j'avais grandi, mais elle était infiniment plus grande que celle dans laquelle j'avais grandi, solidaire et authentique. Pascal était resté complètement à l'écart de nous tous, refusant toute tentative de communication ou de réconciliation. Selon les voisins, elle s'était de plus en plus isolée, coupant les ponts avec ses amis et sa famille plutôt que de reconnaître un quelconque tort ou d'examiner son propre comportement. Sa vie sociale élaborée s'était effondrée en même temps que son image soigneusement entretenue, la laissant seule avec les conséquences de décennies de tromperie et de cruauté émotionnelle. « J'ai de la peine pour elle », a dit Suzanne lors d'un moment calme à ma fête d'anniversaire. Elle passe à côté de la chance de savoir qui tu es vraiment, et elle détruit toutes ses autres relations en refusant d'admettre qu'elle a eu tort. Mais je comprends aussi que nous ne pouvons pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Michel a hoché la tête en signe d'accord.
Nous avons passé des années à cautionner la façon dont elle te traitait, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Mais te voir t'épanouir depuis que tu as cessé d'essayer de gagner son approbation nous a montré à quel point cette dynamique était toxique. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, je me suis surprise à réfléchir au chemin qui m'avait menée jusqu'ici. Ce moment dévastateur à la fête du Nouvel An avait semblé être la fin de mon monde, mais il avait en fait été le début de ma vraie vie. J'avais appris que l'appartenance ne consiste pas à être désiré par tout le monde, mais à trouver sa tribu. Des gens qui célèbrent qui vous êtes, plutôt que d'essayer de vous changer en quelqu'un d'autre. J'avais découvert que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de s'éloigner des relations qui diminuent en sa propre valeur, même lorsque ces relations sont censées être sacrées. Plus important encore, j'avais réalisé est que certains chapitres de nos vies doivent se terminer complètement avant que de nouveaux puissent commencer. La famille dans laquelle j'avais grandi, avec tous ses dysfonctionnements et ses tromperies, avait rempli son rôle dans mon histoire. La famille que je construisais maintenant, basée sur le choix et le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et les liens du sang, était celle qui m'accompagnerait dans tout ce qui allait suivre. Debout dans ce salon, entouré de personnes qui avaient choisi de m'aimer et de me soutenir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. La paix profonde et sereine qui vient du fait d'être vraiment vu et apprécié pour qui l'on est. Cette confrontation du réveillon du Nouvel An avait détruit une version de ma vie, mais elle avait aussi créé l'espace pour que quelque chose d'infiniment meilleur puisse grandir à sa place. En soufflant les bougies sur mes cupcakes d'anniversaire, j'ai fait un vœu, non pas pour une réconciliation avec ceux qui m'avaient rejeté, mais pour une croissance continue dans les relations qui nourrissaient les meilleures parties de ce que j'étais en train de devenir. Parfois, le plus grand cadeau que la vie puisse vous faire est la clarté de voir quelles relations méritent votre énergie et lesquelles doivent être libérées avec amour et gratitude pour les leçons qu'elles vous ont apprises. Je n'étais plus l'enfant du milieu perdu, essayant désespérément de gagner l'acceptation de personnes déterminées à ne pas la donner. J'étais Léa, 29 ans, entourée d'une famille de cœur qui voyait clairement ma valeur et la célébrait librement. Et pour la première fois de ma vie, cela me semblait plus que suffisant. Avez-vous déjà dû prendre la décision difficile de vous éloigner de membres de votre famille qui ne pouvaient pas vous accepter pour qui vous êtes? J'adorerais lire vos histoires dans et commentaires ci-dessous sur la façon dont vous avez trouvé votre famille de cœur ou reconstruit des relations sur des bases plus honnêtes. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » si cette histoire a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus d'histoires de familles réelles qui explorent les dynamiques compliquées que nous naviguons tous et partagez ceci avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'elle mérite d'être valorisée et célébrée exactement telle qu'elle est. Rappelez-vous, parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter d'essayer de vous intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour vous et de commencer à créer des espaces où vous pouvez vraiment appartenir. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère que, quelle que soit la situation familiale à laquelle vous êtes confronté, vous trouverez la force de choisir des relations qui honorent votre valeur. À de nouveaux commencements, et aux belles familles que nous créons lorsque nous avons le courage d'être authentiquement nous-mêmes.